Vous devez l'entendre à ma voix qui chevrotte et qui tremble un peu. Je ne sais rien cacher. Je n'aime pas cacher. Contrairement à ce qu'on croit, le métier d'acteur n'est pas un métier pour tricheurs. C'est un métier pour gens qui n'aiment pas tricher, qui aiment se montrer à nu, qui aiment partager avec les autres. Et on ne partage pas avec les gens en se cachant. Donc vous devinez au chevronnement de ma voix que je suis très ému d'être là, que je suis très touché par cette attention non seulement humaine, mais bien au-delà fraternelle, de notre fraternité humaine et amicale. Parce que de là où je viens, on dit que l'amitié, c'est la fraternité supérieure. Et d'être passé par Bachir, que j'ai rencontré, je dirais les circonstances une autre fois, pour me retrouver là, la rencontre avec Anne-Marie et avec vous toutes et vous tous, les sourires que j'ai reçus, les regards, la lumière qu'il y a dans les regards sont juste assez incroyables pour moi, en tout cas qui suis très sensible au partage, qui concocte ces partages-là, les met dans des personnages pour pouvoir raconter des histoires. Quand les rencontres sont vraies, quand les regards sont vrais, quand les poignées de main sont vraies, quand les cœurs battent en attente de ce que nous allons partager ensemble, c'est absolument magique. Et pour moi, c'est les seuls moments qui permettent de dire il faut que demain soit à nouveau, et c'est possible, de cheminer un peu mieux. Donc, je suis très très heureux d'être là, très ému, très touché. Et avant de me mettre à parler un peu de ce que je fais, tout à l'heure, il a été dit des choses sur quelqu'un qui nous a quittés physiquement, Silvio. Et venant de traditions spirituelles africaines au pluriel très marquées, exotériques, je n'ai été initié dans aucun cercle ésotérique, je choisis de croire que les âmes et les esprits qui s'en vont partent pour une seule raison, pour être plus proches de nous, pour complètement dépouiller des contingences matérielles et des limites que peuvent imposer les corps, pour nous aider à mieux nous guider. C'est ce que nous appelons en Afrique des ancêtres positifs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a eu, on est en plein été, enfin presque, hein, le 21 juin là, c'est vrai, et puis une espèce de pluie, et puis immédiatement le soleil après, une fois, deux fois, trois fois. J'ai demandé à mon père, mon premier, mon meilleur, mon premier grand ami, qui nous a quittés physiquement il y a 1 an, et que je porte en moi très profondément depuis, encore mieux, qu'il n'était pas très content du métier que je faisais, mais depuis qu'il est parti physiquement, on n'arrête pas de parler, il n'arrête pas de me dire « Maintenant, fiston, je comprends un peu mieux pourquoi. » Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Silvio, l'âme et l'esprit de Silvio ont croisé celle de mon père, qu'ils se sont dit des choses. Alors mon père, en plus, grand voyageur, il était pilote dans cette vie-ci, donc là-haut, je suppose qu'il est à travers les nuages toute la journée. Et donc Silvio et mon père se sont certainement rencontrés pour dire pluie, soleil, pluie, soleil. Pour nous, en Afrique, dans certaines traditions spirituelles, c'est une énorme bénédiction. Et donc pour moi, cette soirée a commencé comme ça, sous le coup de cette bénédiction qui tombe du ciel, suivie de lumière. Et je retrouve cette lumière-là dans les yeux des unes et des autres, dans les battements de cœur des uns et des autres. On a parlé beaucoup avec Bachir, avec Anne-Marie hier, là, à table de rencontres, de gens, je sais, par les conversations, qu'il y a des gens ici qui sont peut-être plus africains que moi, à force de voyager, à force de côtoyer des gens, à force de... Et en tout cas, ça prouve simplement une chose que les ancêtres disaient déjà depuis. M. Léopold Sédar Senghor, dont on parlait beaucoup de métissage culturel. C'est
aider un peu aussi bien à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et j'ai creusé, parce que je l'ai écouté étant petit, avec plein d'autres, son ami Aimé Césaire, plein de gens. Et cette histoire de métissage me tarabiscotait beaucoup, parce qu'on ne parlait que de métissage physique. Alors évidemment, plein de gens qui sont métissés entre l'Afrique et l'Europe, comme ça, disent « Ouais, mais moi quand je suis ici, on me traite de noir, quand je vais là-bas, on me traite de blanc, c'est compliqué, je ne sais pas du tout où être. » Et j'ai creusé en me disant « Mais c'est quoi le truc? Pourquoi ?» Et les gens disent « Mais non, je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je suis métisse. » Et j'ai creusé, j'ai fouillé, pas tout seul. J'ai eu la chance d'avoir, parce qu'on en reparlera, l'Afrique, bon, c'est pas moi qui le dis, hein, monsieur Yves Coppens le dit, plein de trucs le disent, jusqu'à preuve du contraire, le monde a commencé là, l'humanité a commencé là, et donc les notions sur le métissage aussi. Là, donc j'ai eu la chance d'avoir un guide, un GPS. Un GPS essentiel, l'Afrique a inventé ça aussi, bien avant l'heure. Un grand-père spirituel. Et les grands-parents spirituels chez nous, c'est les premiers GPS. Et ce GPS, comme j'ai dit un peu, on parlait tout à l'heure de séparation, de guerre, on parlait de Bangui. Il y a eu ça au Cameroun, il y a eu ça au Biafra. Et j'étais encore un tout petit enfant comme ça, extrêmement énervé et très en colère contre les assassins d'enfants. Évidemment, on apprenait un peu à l'école que les armes se vendaient par le truchement des gens blancs qui étaient achetés par le truchement des gens noirs qui en profitaient pour... Et je lui en parlais beaucoup et il me répondait « Nos semblables de peau ne sont pas forcément nos frères et nos sœurs de cerveau, enfant. Encore moins de possibles cœurs jumeaux. La couleur de la peau, c'est de la peinture à eau. C'est à celle de ton âme-cœur et de ton corps-esprit qu'il est possible de savoir à quel point tu peux devenir ce que nous nommons communément laid, vrai, faux ou beau. » Et quand je lui parlais de la guerre en disant « Oui, mais ces gens-là, ils tirent à bout portant sur les enfants et ils veulent qu'on les croie quand ils disent qu'ils ne sont pas méchants. » Et il me répondait, il me disait trois choses. Il me disait, l'humain ne meurt que d'avoir inventé la guerre, enfin. L'humain ne meurt que de s'être soumis et de s'être laissé enchaîner à l'esprit de la guerre. L'humain ne meurt que de continuer à systématiser, sophistiquer, idolâtrer et commercialiser l'esprit de la guerre. L'humain ne meurt que d'avoir inventé la guerre. Avant cela, mourir n'était que voyage d'un corps à l'autre, d'un bord de la vie à l'autre, d'un univers à l'autre, d'un bord du monde à l'autre, d'un bord de l'univers à l'autre, et toujours à l'écoute des battements du cœur de l'immortelle énergie vitale. Évidemment, j'étais haut comme ça, je ne comprenais pas très bien tout ce qu'il me racontait, mais j'écoutais. Et il me disait, en ces périodes de systématique idolâtrie de l'esprit de la guerre et de méconnaissance des lois de l'amour, ta langue, ton cœur, ton âme, ton esprit doivent apprendre à marcher sur la pointe du cœur, sur la pointe des pieds. Et la liberté elle-même se fait d'autant plus douce, discrète et patiente qu'elle se sait infiniment indestructible. Et en parlant de métissage, il disait, mais il n'y a pas que le métissage, que la couleur de la peau, nous sommes tous métis. À partir du moment où nous naissons d'un homme ou d'une femme, nous sommes tous métis. Le métissage essentiel, le métissage vital vient de là. Et c'est vrai qu'en parlant de nous, de francophonie, de rencontres, il y a plein de ces choses-là qui, parce qu'elles ne sont pas redéfinies fondamentalement, font que, hélas, à l'opposé de tous les gens qui sont là, qui vont vraiment rencontrer des gens qui vont avec le cœur, l'âme, l'esprit ouvert, et qui évidemment prennent les chocs en conséquence que ça propose, mais la vie, c'est ça. On ne peut pas se protéger, on est poreux, on est perméable. Et par exemple, une des choses absolument absurdes dans nos deux civilisations et dans nos deux langues, c'est qu'à notre rencontre, les définitions ne sont pas claires. Il y a des gens qui disent encore en Afrique qu'il y a des Bantous et des non-Bantous. Sauf que Bantou, c'est le pluriel de Muntu.
Et Muntu, ça veut dire un être humain. Et donc, quand les premiers explorateurs arrivent en disant qui êtes-vous et que nous leur répondons mais comme vous, Bantu, Bantu. Ce qui fait qu'au Cameroun, chez Patricia par exemple, qui est Bamileke de l'ouest du Cameroun, c'est officiellement écrit que ce sont des semi-bantous. Ce qui voudrait dire que ce sont des moitiés d'humains. Et donc, c'est assez terrifiant. Et évidemment, tant qu'on ne saura pas demander à l'autre qui es-tu et qu'il réponde depuis le plus profond de lui, en se trompant peut-être, avec des limites peut-être, mais au moins que ce souffle-là soit le sien, qu'il rencontre le vôtre et que vous respiriez ensemble, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de rencontre en cercle d'intelligence, en cercle de confiance. Parce que quand les gens me disent oui, on se méfie, il faut se méfier, je dis mais comment on fait pour se méfier? On ne peut pas. Quand vous prenez un taxi le soir, rien ne vous dit que ce monsieur-là ou cette dame-là n'est pas un psychopathe. Absolument rien. La seule chose qui vous fait rentrer dans son taxi, c'est la confiance que vous avez dans l'être humain. Sans cette confiance-là, ben on ne fait rien. On ne va pas acheter du pain chez le boulanger. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? On ne va pas dans un restaurant. Qui est le cuisinier qui est derrière et qui... On ne fonctionne que sur la confiance. Alors pourquoi fait-on autant semblant de se méfier les uns des autres alors qu'on ne peut pas faire autrement que se faire confiance? Mon grand-père spirituel disait que, à propos d'argent, où il répétait ce proverbe que j'ai retrouvé chez les Amérindiens, il disait quand on aura détruit toutes les forêts, broyé tous les animaux, toutes les plantes, toutes les cultures, empoisonné toutes les rivières, abattu tous les arbres, écrasé tous les cailloux, empoisonné l'air et l'atmosphère, alors chacun d'entre nous se rendra compte à quel point il est difficile de manger et de boire de l'argent. Et il donnait l'exemple de quelqu'un blessé sur la route, très riche, avec un gros 4x4, comme il y en a beaucoup chez nous. Si vous passez par là et que vous déposez 15 millions d'euros sur le bord de la route, je doute fort que les 15 millions d'euros puissent l'emmener à l'hôpital ou pouvoir le soigner. Et il disait beaucoup de choses apparemment anodines, apparemment évidentes comme ça, mon GPS essentiel, mon irremplaçable grand-père spirituel, il s'appelait Winnie Taka. Et voilà, tout ça pour dire que je suis un peu nourri de ça, de toute cette soif d'harmonie-là, de toute cette soif de justesse et de toute cette soif de paix, pas parce que je suis particulièrement bon, surtout parce que je suis extrêmement conscient que je suis particulièrement faible et que sans les autres, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et Muntu, l'être humain, dans la définition de la philosophie et de la spiritualité, Kimuntu, ou Ekan chez les Bétis, ou Mbok chez les Bassa, ou Ubuntu chez une partie des habitants de l'Angola et de l'Afrique du Sud. Muntu, Mu c'est l'être, Ntu c'est cette partie-ci de l'être qui est le siège pour les anciens de l'échange avec l'extérieur, l'échange de lumière, de souffle, de respiration, de son. Et ce tout-là est un peu construit à l'image de l'univers. Et donc, pour les anciens, l'être humain est une espèce de condensé de l'univers. Et j'ai beaucoup aimé ça dans une phrase du poète Joël Bousquet, qui disait « L'homme n'est pas un point du tout, mais tout en un point ». Et la philosophie qui Muntu parle de ça, et donc Muntu, ça veut dire celle ou celui qui a choisi de vivre en pleine conscience avec son intelligence, et en pleine intelligence de sa conscience, à longueur d'existence. Et je m'accroche beaucoup à ces définitions-là, et ce n'est évidemment pas facile, parce que tous les jours, les gens qui me rencontrent et qui disent « Ah, tu y es encore ?» C'est bien, ça marche. Mais comme dit le proverbe de mes jeunes frères et de mes jeunes sœurs au Sénégal, quand tu leur dis « Est-ce qu'on pourrait faire ce qui marche ?» Ils disent « Ah, on voit.
Moi, je ne sais pas comment faire ce qui marche, par contre, je sais faire marcher ce qu'il y a. Et je trouve ça formidable. Et dans cette même partie de l'Afrique, les pros du verbe, je les appelle comme ça, parce que j'aime beaucoup, dans la langue française et qui me renvoie à cette histoire de nommer, de définir, pas pour enfermer, mais de définir pour pouvoir avoir un parfum de l'essence des choses et des êtres. Et donc quand j'entends le mot proverbe, alors on parle en Afrique, proverbe, on parlait tout à l'heure d'école et tout, et moi je m'échine et je regarde et dans le proverbe il y a pro, donc pour, et professionnel, et puis il y a verbe, donc voilà, donc proverbe, proverbial. J'avais une amie, non pas russe, brésilienne, qui arrivait en France et qui ne parlait pas bien le français, qui ne parlait pas bien le français, qui arrivait et qui disait mais au conservatoire c'est pas possible, moi j'arrive du Brésil, hein, et c'est pas possible, vous êtes tout le temps en train de verborager, et je trouvais ça magnifique. Ah, évidemment quand on lui a dit après elle a dit oh, et moi j'ai dit non regarde ça c'est génial, verborager. Et donc proverbial pour moi ce n'est pas de la proverboragie. C'est vraiment être pour le verbe, pour ceux qui, dans toutes les jeunesses du monde, a donné naissance au monde, le souffle, le son, la combinaison du souffle et du son. Et si cette combinaison de souffle et de son n'est pas là pour clarifier les choses, pour ouvrir l'essence des choses, comment on fait pour se rencontrer? Et ces pros du verbe du pays de la teranga, qui veut dire le pays de l'hospitalité, moi me tient à cœur énormément, pardon pour la prononciation. Je ne parle pas Wolof, je suis en train d'apprendre. Ils disent Nit Moe Garbam ou Nit Moe Garbu, Nit. L'humain est peut-être de temps en temps un poison pour l'humain, mais l'humain est surtout profondément un remède pour l'humain. Et j'essaye, je m'accroche, et voilà, c'est ce qui conduit un peu toute ma démarche d'acteur. C'est-à-dire que je suis acteur au cinéma parce que c'est très agréable, mais je suis surtout acteur dans le sens de agir, dans le sens de choisir ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, ne pas subir les choses. Et l'une des manières que j'ai trouvées, puisqu'on parle de francophonie, puisqu'on parle de partage, c'est la langue, les mots. Puisque c'est, quand on dit technologie, on parle surtout de matière. On oublie qu'on parle du langage de la technique, de la langue que la technique parle. On oublie que techné, en grec ancien, ça ne veut pas seulement dire savoir-faire, ça veut dire injecter du savoir-être dans toute forme de savoir-faire, comme enteleki, qui ne veut pas dire se masturber les méninges, mais qui veut dire injecter de la vie dans les choses qu'on touche ou qu'on manipule, de manière à ce qu'elles soient vivantes et qu'elles puissent communiquer avec nous de vivantes manières. Et tous ces mots-là, on les a oubliés. Alors on dit tel est un intellectuel, tel, oui moi je suis un technicien et toi tu es un artiste. Lui il est blanc et lui il est noir. Et quand j'entends France, quand j'entends liberté, égalité, fraternité, je retrouve en proverbe Ubuntu. Je retrouve une envie Ubuntu, une envie africaine. Quand je dis que dans ma langue maternelle, travailler se dit acier, qui veut dire à la fois s'occuper, mais aussi se soigner. Donc c'est prendre soin de soi et de l'environnement afin de mieux prendre soin des autres. Quand je sais que travailler, ça veut dire ça, si on enseignait ça un peu plus souvent aux enfants à l'école, peut-être que ça changerait les choses. Chanter, quand on fait The Voice ou autre, on chante pour devenir une star. Si on commençait par dire aux jeunes chanteurs que chanter, ça veut dire la perpétuelle quête de la permanente harmonie, dans ma langue, Aïya, ça veut dire ça. Dans une des langues bamileke de chez Patricia, chanter veut dire imiter la magique fluidité de l'eau. Et la force de venir du Cameroun, dont parlait Madame tout à l'heure, effectivement 300 langues, 450 dialectes. Alors tout le monde dit mais il faudrait trouver une langue nationale. Peut-être, mais il ne faudrait surtout pas tuer toutes les autres. Parce que à partir d'un mot, à partir d'une définition de chanter ou de danser chez Patricia, j'enrichis tellement la mienne. Et j'enrichis encore plus quand
quand j'apprends dans la langue de Fred. Et toutes ces langues-là étant enracinées dans la même langue, dans la même source, c'est comme si on disait que le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol étaient des dialectes du latin et du grec. C'est un peu la même chose. Et si on remonte loin, en prenant le latin, en prenant le grec, si on remonte loin, on retombe dans plein de langues africaines. On retombe en Égypte ancienne, on retombe... L'araméen, c'était quelle langue? Et je pense qu'on a beaucoup de sources communes. Quand un hindou dit « I'm Hindu », c'est bien. Et puis en lingala, on dit « je suis Mu-Hindu ». C'est quoi la résonance? Quand on dit Krishna et qu'on dit Christe, c'est quoi la résonance? Et moi, ça me passionne beaucoup de chercher, parce que les humains ont voyagé. Et les choses qu'ils ont laissées comme traces, c'est leur souffle et leur son. Les définitions des mots, comment ils ont nommé les choses, comment ils ont appelé les choses. Et si on intègre ça profondément au fond de nous, dans notre cœur, dans notre âme, on arrive alors à pouvoir parler aux autres sans avoir besoin de préjugés ou d'avoir peur. Parce que de toute façon, je ne sais pas si vous avez rencontré des humains à 3 jambes, à 5 bras, à 3 paires d'yeux ou à 2 têtes. Là, il y a quelques raisons de s'inquiéter. Parce qu'on ne connaît pas. Mais tant qu'on a 2 jambes, 2 yeux, 2 bras, voilà. Et donc, moi, dans la francophonie, les mots de ma langue enrichissent tellement ma compréhension du français. Et ma compréhension de la langue française enrichit tellement les possibilités d'ouvrir et de comprendre les langues de chez moi. Et dans toutes les langues du monde, il n'y en a pas une seule qui soit pure, bistro, Maurice, zéro, etc. etc. Nous, chez nous, pendant que j'étais petit, on disait tout le temps Yarvundi, ouvre la fenêtre. Et pendant longtemps, j'ai cru que Vundi c'était un mot béti, ça vient de window. Et pendant longtemps, ma grand-mère disait Mayame et Foulafan. Comme les bétis ont l'art de transformer les mots, de déformer, Foulafan, je disais c'est super. Foulafan vient de frying pan. Et trousers a donné en béti toile en 6. Toile en 6, je porte un pantalon. Et tous les bétis aujourd'hui, il y a des bétis, si on les a mis dans cette salle en disant toile en 6 c'est un mot béti, vous passez la nuit, je vous jure que oui. Parce que entre toile en 6 et trousers, le chemin et les humains sont comme ça. Window devient Vundi. Capboard devient Poivra. Philippe devient, si vous vous appelez Philippe et que vous allez chez une vieille dame bétie, elle ne va pas vous appeler Philippe du tout. Elle dit à Philippe. Philippe. Hein? À Philippe, c'est toi que l'appelle. Ah, vous êtes obligé de dire oui, maman. Parce que Marguerite, chez les bétis, c'est Margrethe. Voilà. Et donc, on a tellement de choses en commun, tellement de choses qui se sont tissées, tellement de liens de cœur, de liens qui sont faits comme ça, à pas de fourmis, mais de liens d'humain à humain, au-delà des grandes machines de guerre, des grandes machines de commerce qui nous gouvernent aujourd'hui et qui, je pense que tout le monde ici est d'accord, n'ont de sympathie pour personne particulièrement, quelle que soit la couleur de sa peau. Donc on est tous par rapport à ces machines-là, logés à la même enseigne, pas de critique, pas de jugement, le monde va comme il va, mais c'est un vrai bonheur de pouvoir être là et de pouvoir partager ça. Et c'est au vu de tout ça que moi je deviens un peu acteur, parce que je deviens acteur par lâcheté, par grosse lâcheté, parce que je suis Camerounais, et Cameroun est un pays où on divinise le football. Et je suis petit, je suis à l'école primaire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand on m'emmenait à l'école. D'abord parce qu'il fallait faire 7 km à pied. 7 km matin, 7 km à midi, 7 km à 14h, 7 km retour quand on a 3 ans. C'est un peu chaud pour les gens. Mais bon, il fallait y aller, donc déjà je ne voulais pas y aller, cette école, c'était... voilà. Et puis j'ai rencontré là-bas des maîtres, ça m'a tellement marqué que j'en ai parlé dans le livre que j'ai écrit, j'ai rencontré des maîtres comme M. Afana, et je vous dirai tout à l'heure comment il envoyait les élèves. Et donc je suis là, j'ai 3 ans, et je rencontre un copain qui me dit « Mais pourquoi tu restes toujours comme ça, là, dehors, toute seule? Viens jouer avec moi !» J'ai dit « On va jouer à quoi ?»«
On va jouer au football, non? Tu veux jouer à quoi d'autre ici? C'est quoi? Viens, on va jouer au foot. Je dis, mais le foot, c'est quoi? Il dit, mais le foot, ça veut dire que tu vois le terrain là. Bon, je prends un caillou, je mets ici. Je prends un caillou, je mets là-bas. Tu prends un caillou, tu mets ici. Tu prends un caillou, tu mets là-bas. On prend la balle, on met au milieu. Toi et moi, on est au milieu, on regarde la balle. Celui qui prend la balle, il dribble, il va vers le caillou, il shoot comme ça. Si la balle entre les deux cailloux, ça s'appelle mettre un but. Et le but, c'est de mettre le plus de buts possible. Et celui qui a mis le plus de buts possible a gagné. Je me dis, c'est un jeu super sympa. C'est génial. Et puis j'y vais, on est au centre, et j'allonge mon pied vers le ballon, et lui, il allonge son pied vers mon tibia. Boum! Je dis, mais je croyais qu'on disait qu'il fallait taper dans le ballon. Il dit, oui, mais ça s'appelle tacler l'adversaire pour l'empêcher de prendre le ballon. Et c'est ma première rencontre avec quelque chose qui est censé être un jeu, mais qui est en fait une guerre. Ma rencontre avec ce qu'on appelle aujourd'hui la compétition et tout, c'est ça. Et évidemment, le deuxième jour, il me dit, bon, comme tu ne sais pas jouer de ballon, te mettre au goal. Je me dis, ah, dans les goals, je suis simple, je saute sur le plan. Et il tire, ils sont deux, il me tire un énorme coup de boulet dans le ballon et je le reçois en plein ventre. Et j'ai l'impression que mes boyaux se retournent dans tous les sens et que ça bouge. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, mais tu es au goal pour attraper le ballon, c'est quoi? C'est ma deuxième et ma dernière rencontre avec le foot. Voilà. Et je me suis dit, si c'est ça, jouer, si c'est ça, s'amuser, moi à qui mon grand-père spirituel a dit que jouer, c'est prendre soin de soi et des autres et de l'environnement. Et je me suis enfermé dans des bibliothèques, à lire des bouquins que je ne comprenais pas, mais au moins j'entendais les sons, j'entendais ce que je disais. Et évidemment, ça a été une période horrible pour ma mère, parce que mon grand-père spirituel m'a dit, un livre, c'est du bois mort, dans lequel on a consigné tout ce que tu vois dans la forêt. Alors dans un livre, il y a des feuilles, il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des fourmis. Il suffit pour les reconnaître, il faut leur parler. Et du coup, je parlais à tout. Je parlais à tout. Quand je mangeais, je disais, petit plantain, je vais te manger, mais ne t'inquiète pas, je vais aller dans mon ventre et ça va être très bien. Je ramassais des cailloux sur le bout du chemin. J'arrivais, je montrais les cailloux à ma mère me disait, qu'est-ce que tu fais avec tous ces cailloux? Je disais, mais quand je suis passé, ils m'ont dit qu'ils étaient tous seuls, qu'ils avaient perdu leur maman, et puis qu'il fallait que je les prenne pour les ramener dans la maison. C'était une maman très très gentille. Alors, très gentiment, comme les 3/4 des mères chez nous, pleines de psychologie, de résilience, de tout, elle me regarde. Et puis plus tard, elle m'a dit, chaque fois que je te regardais, je me disais, est-ce qu'il va vivre longtemps? et voilà, elle prenait les cailloux, elle les baignait. Et elle me disait, bon, quand tu retournes à l'école, voilà, je leur ai parlé, et elles m'ont dit où était leur maman. Donc tu les remets sur le chemin, et tu leur dis le nom de leur maman, et voilà. Et j'ai grandi comme ça, en parlant aux cailloux, en parlant aux arbres, en parlant à tout, en me faisant traiter de fou. Et c'est comme ça que je rencontre le théâtre. Pareil, je rencontre des gens qui sont en train de hurler, de crier, je me dis, ah, encore un champ de guerre comme le football, ils ont des fusils en bois. Ils hurlent, il y en a un qui tombe, et je me sauve parce que je me dis, bon, s'ils se battent, il y en a un qui me voit et qui dit, mais viens, qu'est-ce que tu fais là? On a besoin d'un mioche comme toi. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, mais non, je comprends que tu as peur. Tiens, il me colle un morceau de bois dans les mains et me dit, fais pan. Je fais pan. Il me dit, non, et ton fusil? Je dis, non, mais j'aime pas. Il me dit, je sais, moi non plus, fais pan. Je fais pan, il tombe, et par terre, comme ça, il me dit, tu vois, c'est comme si je suis mort. Mais je ne suis pas mort puisque je te parle. Il se redresse et il me dit, ici, on ne meurt pas pour de vrai. On fait comme si. On ne se bat pas pour de vrai. J'ai 11 ans, c'est ma première rencontre avec le théâtre. Et je me dis, en dehors de parler à tout autour de moi, ça c'est peut-être un jeu pour moi. Et c'est comme ça que je me retrouve embrigadé là-dedans, que plus tard, je décide de devenir un comédien professionnel et voilà. Et que j'arrive en France et que je rencontre tout plein de gens formidables, Daniel Mesguy, Jacques Nichet, Peter Brook, Jean-Claude Brusseau pour son film. Et la décision, moi, de mettre sur pied des méthodes de transmission, c'est non seulement parce que je me souvenais de ce que mon grand-père m'avait transmis, de ce que j'avais partagé, mais c'est surtout parce que les rôles au cinéma, mais on ne va pas en parler là parce qu'on ne va pas parler de choses qui fâchent,
on est entre amis, on ne va pas parler de l'industrie. Disons que les rôles qu'on propose, et ça revient à ce que je disais, comment on se nomme, comment on se conçoit. Quand on ne connaît pas assez l'autre, on est obligé de le définir à travers ses peurs, à travers ses angoisses, à travers ses inquiétudes, à travers ses propres faiblesses, ses impuissances, à s'ouvrir à l'autre, sa peur de disparaître si on s'ouvre à l'autre. Et donc du coup, dans tous les scénarios, on a toujours besoin d'un grand noir avec une voix comme ça. Il avance de ses grands pieds, il chose peut-être du 48, et sa main est comme un marteau quand elle se referme. Et évidemment, tous les noirs sont plus ou moins criminels, plus ou moins, et sans explication. Et du coup, pendant des décennies et des décennies, il y a de jeunes générations de part et d'autre qui croient qu'un noir c'est méchant, ça viole, ça tue, parce que les images sont tellement importantes. C'est à travers les images que nous nous parlons, c'est surtout aujourd'hui à travers Internet. Bon, on a passé le cap où un chinois c'était forcément fourbe, ça avait une natte et ça avait des dents comme ça. Ou en arabe c'était forcément voleur. Quand on sait que tous ces peuples-là se sont communiqués leur point de civilisation, quand on sait que tous ces peuples-là se doivent beaucoup de choses les uns et les autres. Une fois on m'a invité à la télévision et quelqu'un me demande « Oui, alors qu'est-ce que vous pensez de l'islam et de construire des mosquées et machin ?» Je dis d'abord, je ne suis pas musulman, je ne saurais pas dire, ma famille est chrétienne, je ne le suis pas forcément, je ne saurais pas dire. J'ai dit par contre, si on enseignait aux jeunes musulmans de France que Muslim, ça veut dire Mou Salam, l'être qui a choisi de dédier sa vie au culte de la paix, que Islam, ça vient de Is Salam, ça veut dire le culte de la paix, peut-être bien qu'on aurait fait en bas. Simplement la définition. Parce que je suis sûr que plein de gens, de jeunes musulmans avec qui je parle, me disent il faut craindre Dieu. Je dis, c'est pas, j'ai pas lu tout le Coran, mais dans le Coran il est écrit que Dieu est un ami. Et un ami, ce n'est pas par la crainte qu'on l'aborde, c'est par l'amour, c'est par l'amitié. Et si ces choses ne sont pas dites, sans parler de politique, simplement nommées. Et moi, mon petit travail en toute humilité à moi, en tant qu'acteur, en tant qu'amoureux de l'essence qu'il y a dans la lettre, puisqu'on nous dit que la divinité, quelle que soit celle dans laquelle on croit, aurait créé l'univers à partir de... Wow, à partir du souffle et du son. Alors pour moi, si on pouvait trouver les opportunités de se réunir comme ça et de se donner les moyens de trouver le plus possible de justesse aux mots à travers lesquels on communique, et de préférence loin d'un art de la guerre et beaucoup plus proche d'un art du rassemblement et de la communication, ce serait certainement formidable. Mais je ne vais pas vous prendre tout le temps parce que je suis arrivé avec un cadeau sur les bras, parce que dans la spiritualité d'où je viens, quand des gens vous font un bonheur comme celui-ci, on ne vient ni les mains, ni le cœur, ni l'âme et l'esprit vide. Et j'ai amené avec moi quelqu'un que j'aime beaucoup, mais beaucoup, de tout mon cœur, qui a toujours été là de tout temps et qui pour moi est un... Voilà, il n'y a pas de mots pour le définir. Mais, comme je dis toujours, un mot. Non, lève-toi, viens que je te trahisse devant tout le monde. Oui. On est arrivé là-bas. C'est le monde à l'envers. Normalement, c'est le grand frère. Voilà, vous entendez cette histoire de grand frère, non? Parce que quand on parle là dans les tables, on parle en Afrique, on dit oui, il y a des problèmes, c'est machin, un peu de malgérance, dictature. La dictature commence en famille. En famille, c'est-à-dire que là, vous avez donc, chaque fois que je suis dans un cercle de gens qui peuvent m'écouter, je me dis vraiment, au moins je me soulage. Voilà, je me venge. Parce que comme vous voyez, on se ressemble un peu, mais juste un peu. Mais chaque fois qu'on est dans un groupe, machin, c'est moi que les jeunes filles viennent voir. Pourquoi ton grand frère est beau comme ça? Je dis, lui demandez. Allez lui dire. C'est pas moi qui il arrive au monde avant moi, c'est pas moi qui allez lui demander. Sauf que c'est toi qui prends toutes les jolies filles. On ne parle pas, on ne dit pas ça.
On parle du toi. Et donc la beauté, là, il a pris. La taille. En général, les grands frères doivent se priver de manger pour que les petits frères grandissent un peu plus. Regardez-le, regardez-moi. T'as menti. Non. Et alors, le truc le plus terrible, c'est que dans la famille, il a pris tous les cheveux. Il a donc pris tous les cheveux. Sauf que ce qu'il ne vous dit pas, c'est que, parce que normalement quand on signe un contrat, on est à deux, on était à deux. On s'était mis d'accord que toi, tes cheveux poussent à l'intérieur. C'est pour ça que tu es très intelligent. Et mes cheveux poussent à l'extérieur. On a dit cheveux longs et des courtes, non. Hein? Vous voyez comme il se défend, ça c'est rien. Mais avant que je ne vous laisse en sa compagnie, je voudrais vous dire que j'ai amené avec moi aujourd'hui Patricia Condé, honneur au princesse, qui est réalisatrice, qui travaille avec moi, Frédéric Gollet, Soro Solo, Fred Moulumba, Dieudonné Ngomou, sont une partie de l'équipe de gens qui, si je devais les payer ne serait-ce qu'1 euro de l'heure, je serais endetté de moins quelques millions d'euros. Qui travaillent avec moi, qui me soutiennent. Et maintenant, Bachir nous a fait le bonheur, l'honneur de rejoindre ce groupe-là et de travailler. Donc on en parlera tout à l'heure. Je vous laisserai avec mon grand frère. Comme je vous ai dit, j'ai apporté des livres et des CD pour celles et ceux qui veulent. Le livre fait 15 euros, le CD 5 euros. J'aimerais les donner. Mon épouse m'a dit, tu ne donnes pas, tu vends. Il a donné beaucoup. Voilà. Et la dernière chose, c'est que la farce que me joue le football au Cameroun, c'est que j'ai beau m'être détourné du football comme ça fait, il est témoin, au moins une centaine de fois que tout le monde me court dans les bras, me saute dans les bras en disant « Oh, monsieur Mia !» Vous voyez ce joueur camerounais, Roger Mila, qui a fait les Coupes du Monde. Et tout le monde, et sa propre fille, m'a pris pour Roger Mila un jour. Donc le football me... Voilà. Et je vous laisse en compagnie de mon frère, qui est mon grand frère spirituel, et qui, grâce à qui j'ai le pied à l'étrier pour faire ce que je fais aujourd'hui. Je raconte des histoires, je fais de la poésie. Sans lui, je n'aurais pas fait ça. Et on a concocté un tout petit cadeau pour vous, voleur de cheveux. C'est comme ça, là. Parce que si c'était avant, là, j'allais lui donner un cocota. Le cocota, c'est quand le petit frère ne respecte pas le grand frère. Mais et puis, il y a des gens qui sont arrivés chez nous, nous ont dit que ouais, c'est pas comme ça qu'il faut traiter les enfants. Et puis maintenant, voilà, ils ne respectent plus rien. Ouais. Enfin, bref, quand il a fini de parler avec son intelligence qui pousse à l'intérieur, je crois que je vais devoir vous suggérer de sortir un peu de ce territoire-là et aller dans quelque chose d'un peu plus grivois. C'est vrai que bon, là on est dans une salle feutrée du Sénat. Moi je viens d'un peuple un peu anard, donc on va mettre un peu d'anarchie vocale. Ah non, mais c'est important parce que chez moi, quand on doit prendre la parole pour raconter une histoire, puisqu'il m'a demandé de le faire, on ne le fait jamais seul. Ouais, c'est une affaire un peu compliquée, c'est prendre la parole devant un honorable public comme celui-ci, ici, ce soir. Je le dis souvent, c'est un authentique baobab à déraciner. Une manière de dire que c'est une lourde charge. Et d'où je viens dans la forêt équatoriale africaine, quand on a une lourde charge à soulever, mes chers amis, on ne le fait jamais seul. Imaginez un peu un conflit entre deux clans rivaux. Un peu comme en francophonie ici, c'est chez les Belges. C'est les Wallons et les Flamands totalement d'accord sur leur désaccord. Ça, ce sont leurs cousins français qui disent ça, et c'est pas moi. Alors, dans ce cas-là, pour régler l'affaire, on fait appel à un troisième clan, toujours francophone, bien qu'il y ait d'autres langues là-bas, neutre celui-là, du genre les Suisses. Alors leurs cousins français disent qu'ils ne sont ni pour ni contre, mais bien au contraire. Alors donc le clan neutre fait donc abattre un énorme arbre, un géant, hein, histoire de traîner cette bille de bois jusqu'à la rivière qui tient lieu de frontière.
Alors, dans ce cas de figure, toutes les communautés se positionnent tout autour de la bille de bois, exactement comme nous sommes placés là, vous et moi. Et quelqu'un dans le lot, moi par exemple, lance aux autres. Et tous les autres initiés. D'élite initiée, ça va chercher loin. Donc, comme vous avez compris, quand je vous lance, vous répondez tous en chœur, hey, comme un seul et unique être humain, histoire de me transmettre un peu de votre énergie. Donc, on va voir si ça fonctionne. Parce que, le contraire est clair. Non, pas là. J'ai dit comme un seul et unique être humain, il y en a qui démarrent avant les autres, ça va pas. Vous dormez ou quoi? Là, je sens votre énergie m'envahir. On va pouvoir y aller. Alors, ce jour-là, Zéla Panthère va se promener dans la forêt comme à l'accoutumée. C'est alors qu'au détour d'un sentier, Zéla Panthère tombe sur une jolie poule. Une poule tellement jolie que Zéla Panthère tombe lourdement et profondément en amour, comme on dirait chez les Québécois là-bas. Et Zéla Panthère décide automatiquement de ramener la jolie poule dans sa demeure. Le problème, c'est que dans sa demeure là-bas, il y avait déjà Opala la perdrix, sa première femme. Ouais, c'est ça. Attends, déjà qui dit, ouais, les Africains aiment trop les femmes. Qui n'aime pas les femmes? Hein? D'ailleurs, c'est vrai qu'en Afrique, tous les Africains qui le peuvent ont souvent un premier bureau et un deuxième bureau. C'est ça même. Ouais, mais quand je suis arrivé en France ici, j'ai trouvé la même chose. Sauf qu'en France, le premier bureau, c'est l'épouse légitime et le deuxième bureau, c'est la maîtresse. Ah ben oui, à tel point qu'il y a une humoriste. Il y a une humoriste française, que je ne sais plus comment elle s'appelle là, qui dit que la femme veut toujours changer l'homme et l'homme veut toujours changer de femme. L'affaire là, il n'y a pas que les Africains qui aiment les femmes. Hein. Vous savez, l'ancien président, il avait déjà 1, 2, 3, et on l'a attrapé un soir avec un casque sur la tête pour aller chercher le troisième bureau. Ah ben non, tout ça pour vous dire que le problème, ce n'est pas l'Africain, polygamie, tout ça, non. Puis c'est le prince d'Angleterre, un certain, comment on l'appelle? Charles. Il en avait 2, c'était connu de tout le monde. Bref, le problème, c'est l'homme. Oui, parce que l'homme, avec l'histoire des femmes, c'est quelque chose. Bref, Zéla Panthère arrive donc avec Goubou la poule, la jolie poule, Opala la perdrix. Du jour où Zéla Panthère est arrivée avec sa jolie poule, chaque fois que Zéla Panthère revient de sa chasse, Zéla Panthère dépose tout le fruit de sa chasse uniquement dans la demeure de sa jolie poule, délaissant complètement Opala la perdrix et toute sa progéniture. Alors un jour, le chef de famille de la famille de Zéla Panthère convoque donc naturellement un conseil de famille, comme nous ici ce soir. Il prend la parole et dit à Zéna, vous avez compris? Comment ça, non? On est en francophonie, hein? Parce que la francophonie, c'est le béti aussi, hein? C'est le Wolof, c'est le Bamileke, le Douala, le Malinké, le Senoufo, pour mon frère. Enfin bref, comme on est en famille, je ne vous en tiens pas à rigueur. Pour ceux qui ne comprennent pas le béti, ma langue maternelle, le chef de famille de la famille de Zéla Panthère disait, comment se fait-il que tu délaisses la femme qui t'aime, hein? Et c'est celle qui ne t'aime pas que tu poursuis de ton amour et de tes largesses. Es-tu devenu aveugle? C'est vrai que l'amour rend aveugle, mais enfin, ouvrez les yeux. Là-dessus, Zéla Panthère se familière. Je ne vous permets pas de vous mêler des affaires de mon foyer. Moi, je sais que ma jolie poule même. Hein? Où est votre problème là-dedans d'abord? Tout le monde connaissait le mauvais caractère de Zéla Panthère. Alors, du coup, le chef de famille devient conciliant. Et il dit à Zéla Panthère, ne nous fâchons pas. Ah, bon, voilà. Nous allons te proposer un stratagème. Demain, nous annoncerons à tous les animaux de la forêt que Zéla Panthère vient de mourir. Et comme le veut la coutume, tes 2 veuves devront donc venir se lamenter
sur ton corps. Par leur lamentation, nous saurons exactement laquelle de tes deux femmes t'aime réellement. C'est la panthère dit. Marché conclu. Moi, je vais vous prouver que ma jolie poule même. Mes chers amis, le lendemain, voir le chimpanzé bat dans le tam-tam de deuil. Traduction. Venez toutes. La panthère est couchée raide. Donc là-dessus, tous les animaux de la forêt se retrouvent donc devant la demeure de la panthère, exactement comme nous ici ce soir. Alors, le chef de la famille de la panthère prend la parole pour s'adresser à Okpala la perdrix en lui disant qui est Okpala la perdrix. C'était effectivement de notoriété publique que ton mari ne partageait plus ta couche. Mais néanmoins, étant donné que c'était toi la première femme, c'est donc à toi que revient l'honneur de te lamenter en première position pour respecter le protocole. Là-dessus, Okpala la perdrix arrive donc et demande le soutien de l'assistance, comme je vais demander votre soutien tout à l'heure. Quand je vais commencer mes lamentations, j'aurai besoin de votre soutien pour répondre juste à Sina. Franchement, c'est facile. Assina, tous avec moi. Assina, encore une fois. Assina, chantez bien. Assina, ça va marcher. Assina. Mes chers amis, Okpala commence donc ses lamentations. Maïze yaluga yeke, maïze vibona yeke, tizinga tomo bona yeke, tizinga nomo ndo yeke, o wana mayona yeke, o wana makama yeke. Quoi? Il y a une seule personne qui a répondu. Ça c'est une trahison. Mes chers amis, les lamentations de la perdrix était telle que des flots de larmes coulaient des yeux de chaque membre de Batiri. Des flots de larmes qui se transformaient en ruisseaux de larmes. Les ruisseaux de larmes en rivières de larmes. Les rivières de larmes en fleuves de larmes. Les fleuves de larmes en mer de larmes. Les mers de larmes en océan de larmes. Encore un peu, tous les animaux de la forêt allaient être noyés dans ces larmes-là. Donc sa majesté, comme le roi himself, se redresse et dit Okpala la perdrix. Tu ne vas quand même pas noyer tout le monde dans tes larmes, ça va? Tu as montré que tu aimais effectivement, ton mari va te reposer. Coupe la poule. Passe ici. Ce n'est pas chez toi que la panthère venait déposer tout le fruit de sa chasse. Viens pleurer sur le corps de ton mari ici. Là-dessus, mes chers amis, la poule arrive donc comme une poule mouillée. Il est déjà mort, non? Moi, je vais faire quoi? Soutenez-moi alors comme vous avez soutenu celle-là. Mes chers amis, c'est ce jour-là que j'ai découvert que contrairement à ce qu'on nous a raconté, on nous a dit que ça aurait été les Américains qui auraient inventé le concept de rap. Vous savez, hip-hop. Non, c'est pour la poule qui a inventé le rap ce jour-là. C'est-à-dire que, au lieu de se lamenter normalement sur le corps de son mari, comme toute bonne veuve éplorée, non, comme la poule commence à rapper, mais alors un rap vindicatif. Alors, évidemment, là, je vais avoir besoin de votre soutien, et ce coup-ci, comme dans le rap, là, il y a le beat. Hein? Donc, c'est vous qui allez tenir le beat. Non, ça va être simple. Assina, donc vous répondez Assina. Parce que faut mettre. Allons-y. Assina. Non, mais vous battez les mains. Dans cette affaire, c'est pas le théâtre, on n'est pas de quatrième minute. Hein. On est tous dedans. Hein. Ah oui, donc c'est vous qui soutenez, c'est vous qui tenez le rythme. Parce que c'est comme ça. Là, on ne raconte pas comme en France, hein. On raconte comme dans la forêt. Allons-y. Ton
La panthère n'en revenait pas. Comment ça? Ma chérie Coco, ma bien-aimée, envisage sérieusement d'ouvrir mon ventre pour venir picorer mon foie et mes intestins. Là-dessus, la panthère bondit de son écorce mortuaire, se saisit de coups la poule et l'avale d'un coup sec en goron. Ouais. C'est depuis ce jour-là que, du côté du Sahel là-bas, les êtres humains sont obligés d'élever d'authentiques murailles de Chine pour se prémunir de la colère vengeresse de la panthère qui sévit encore de nos jours. Tout ça pour vous dire, mes chers amis, que contrairement à ce que pensent certains naïfs, l'amour n'est pas toujours comme les autoroutes, c'est-à-dire à double sens. Hein. Non. Ça, vous pouvez me faire confiance. Hein. J'ai des informations sur la question. Non, l'amour est même parfois carrément une route à sens unique. En d'autres termes, l'amour est un don. Si vous aimez, l'amour est un don. L'amour. L'amour est un don. Si vous aimez, donnez sans compter et n'attendez rien en retour. Merci pour l'amour que vous avez témoigné à mon petit frère ici présent. Et c'est cet amour-là que nous sommes nous aussi venus partager avec vous. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Je vous les rends. Prenez-en soin.